Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le grand débat des élections régionales en Pays de la Loire. À J-4 du premier tour, la fin de campagne s'annonce très serrée. Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente de notre région ? Pour mieux connaître les programmes des uns et des autres et vous faire votre opinion, nous vous proposons aujourd'hui un débat avec 5 têtes de liste qui s'affronteront dimanche dans les urnes. Bonsoir à vous tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Débat organisé donc avec Ouest France et avec exceptionnellement 5 télévisions locales des Pays de la Loire, TV Vendée, via LMTV Sarthe, via Angers, TLC Cholet et bien sûr Télé Nantes. Objectif de ce débat, être au plus près des problématiques des Ligériens. Tout à l'heure donc, chaque journaliste de chaque rédaction posera des questions concrètes aux candidats des enjeux dans son secteur. À noter enfin que 3 autres candidats se présentent également aux élections régionales. Il s'agit de la Sartoise Cécile Beldeger, c'est pour Debout les Pays de la Loire, Debout la France, le Nazaréen Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière et enfin la Nantaise Linda Rigaudot pour la liste Un autre monde, Pays de la Loire. Et on commence tout de suite ce débat avec votre vision des Pays de la Loire. Nous vous avons demandé d'apporter à chacun un objet qui définit la région à vos yeux. Vous allez donc tous avoir 45 secondes pour le présenter, chrono à l'appui, j'insiste bien là-dessus. Un tirage au sort a défini ce soir votre placement. On va donc débuter avec la même logique. Et c'est vous, Guillaume Garot, que le hasard a désigné pour commencer. Présentation express, vous avez 55 ans, vous êtes député socialiste de la Mayenne, ex-ministre délégué à l'agroalimentaire et vous êtes aujourd'hui tête de liste du Printemps des Pays de la Loire qui réunit donc plusieurs formations politiques de gauche dont le Parti socialiste, le Parti communiste et le Parti radical de gauche. Quel objet avez-vous apporté aujourd'hui, Guillaume Garot ? Un stéthoscope. Parce que qui sommes-nous en Pays de la Loire ? Nous sommes des hommes et des femmes qui savons nous rassembler pour avancer. Et toujours dans la solidarité, dans le respect et dans la civilité. Mais pour protéger cette façon de vivre ensemble, nous avons besoin de pouvoir être garantis là où nous habitons que nous pourrons y vivre correctement. Ça veut dire avoir les services dont nous avons besoin au quotidien. Et de quoi avons-nous le plus besoin finalement ? C'est l'accès à la santé. Et donc, ce stéthoscope, c'est l'idée que je me battrai pour qu'il y ait partout des médecins dans notre région, dans tous les territoires. Merci beaucoup Guillaume Garot. On va tout de suite passer à Hervé Juvin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 65 ans, vous êtes député européen sous l'étiquette du Rassemblement national, proche de Marine Le Pen. Vous représentez le parti d'extrême droite aux élections. Vous avez également créé votre parti, le parti localiste. Quelle est votre vision à vous des Pays de la Loire ? C'est une image. J'ai proposé l'image de Guémené-Pinfo. Guémené-Pinfo, c'est le village de ma famille. C'est un village où j'ai de nouveau repassé beaucoup de temps. Et c'est pour moi le symbole de l'écologie heureuse, parce que je rencontre des gens heureux de vivre sur leur territoire, qui ont envie de continuer à y vivre, de le transmettre en bon état, mais qui sont aussi inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils ont le sentiment que nous assistons à une politique de désaménagement du territoire. Ils sont inquiets parce qu'ils constatent la montée des insécurités en milieu rural, insécurité économique, fermeture des commerces, insécurité médicale sur le maintien de médecins chez eux, insécurité dans les transports, pourra-t-on garder le droit à la mobilité, et puis aussi insécurité économique, parce que les PME ferment et les agriculteurs ne sont plus certains de leur capacité à agir. C'est pourquoi je conduis la liste pour une région qui vous protège, parce que c'est au cœur de mon projet de rééquilibrage régional. Merci Hervé Juvin. On passe à Christelle Morancet. Bonsoir. Vous avez 46 ans. Vous êtes la présidente sortante de la région. Vous êtes candidate donc à votre succession pour la droite et le centre. Vous êtes également vice-présidente nationale du parti Les Républicains. Quel objet vous avez amené aujourd'hui ? Eh bien, un attachement à ce coq bleu qui symbolise l'industrie. L'industrie dans notre région, c'est une fierté. C'est aussi une diversité. Et puis, c'est la deuxième région en nombre d'emplois. Puis, c'est surtout un symbole. Et j'ai envie de dire même 3 symboles qui reflètent l'image de notre région. D'abord, un symbole de combat, du combat que nos chefs d'entreprise et nos salariés ont mené pendant cette crise, à aller de l'avant, à se retrousser les manches. Également un symbole de l'avenir, préparer l'avenir, qui correspond aussi à l'image pionnière de notre région. Je pense que c'est dans notre région que va se construire l'avion vert, c'est dans notre région que va se construire également le cargo à voile, et puis également à l'image de cette équité entre les territoires, cette équité entre la réussite économique et nos solidarités.
Merci Christelle Morancet. À votre tour, François de Rugy, bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes député La République En Marche, vous avez été ministre de la Transition écologique ainsi que président de l'Assemblée nationale. Les Pays de la Loire, pour vous, c'est quoi ? Alors j'ai choisi l'image d'un cargo à voile, d'un projet de cargo à voile, parce que je crois que c'est le mariage entre à la fois nos savoir-faire industriels, les traditions maritimes de notre région et la plus haute technologie. C'est aussi le mariage entre une énergie naturelle abondante, le vent, et les matériaux les plus modernes que nos entreprises sont capables de fabriquer aujourd'hui, dans un but, celui d'un transport maritime avec zéro émission de CO2. C'est aussi le mariage entre un projet privé, porté par des entreprises privées, qui se sont réunies, petites et grandes, il n'y a pas d'opposition entre grandes et petites, et un soutien public, où là aussi, l'État et les collectivités locales ont uni leurs forces pour le progrès économique et écologique. Merci beaucoup. On termine donc avec vous, Mathieu Orphelin. Vous avez 48 ans, vous êtes député non inscrit, ex-La République En Marche. Vous êtes à la tête de la liste L'écologie ensemble, solidaire et citoyenne, qui réunit notamment Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et Génération S. C'est également une image qui, pour vous, définit le mieux la région Pays de la Loire. Tout à fait. D'abord, une liste citoyenne, ne l'oubliez pas, c'est la spécificité de notre liste. Une photo prise par Thomas Pesquet, qui aujourd'hui nous fait tant rêver. Une photo prise de l'espace, de l'estuaire de la Loire, ma ville natale, à Saint-Nazaire. Sur cette photo, on voit tout. On voit évidemment la ville, le pont, aussi toutes les industries. On a beaucoup d'emplois et des grands enjeux à venir sur le maintien de l'emploi local, sur la transition écologique. Et on voit aussi ces superbes espaces naturels. Il va falloir qu'on concilie emploi, économie et écologie. C'est toute l'écologie que je porte et c'est un enjeu majeur pour tous nos territoires. Merci beaucoup à vous, merci à vous tous. Place donc maintenant au débat. Edith Gélin, chef du service Région Pays de la Loire à Ouest France, nous a rejoint. Bonjour Edith. Bonjour. Première question donc, qui va s'adresser à Christelle Morancet. Vous avez dit cette semaine que Mathieu Orphelin avait cédé au complotisme, je vous cite, quand il a parlé d'alliance secrète entre vous et François de Rugy, également présent ici sur ce plateau. Et en même temps, les images parlent d'elles-mêmes, nous les avons, vous les avez vous-même diffusées sur vos réseaux. On voit d'abord Édouard Philippe qui rencontre François de Rugy à Guérande le week-end dernier. Et puis, quelques heures plus tard, on vous voit, vous, avec Édouard Philippe, à La Baule. Alors, quel est le message, Christelle Morancet, pour commencer? Est-ce que ça veut dire que vous êtes Macron compatible depuis que le dernier sondage place peut-être une union de la gauche en tête au second tour? Quel bruit cette photo! Je pense que ça fait le tour de la région. J'ai pris une bière avec un homme, j'ai beaucoup de respect. Un homme avec qui j'ai aussi une amitié, avec qui aussi j'ai beaucoup travaillé, notamment en tant que présidente de région, et lui quand il était Premier ministre. Le travail notamment pour le contrat d'avenir, le travail également pendant cette crise. Je rappelle quand même qu'on sort de 15 mois de crise sans précédent, où il a fallu œuvrer au quotidien avec le gouvernement et notamment avec le Premier ministre. Donc voilà, c'est juste une rencontre. Moi je suis à La Baule, au jumping de La Baule en tant que présidente de région, il fait sa dédicace et on prend un verre sur la plage. Donc il ne faut pas voir quoi que ce soit, il n'y a pas des complots partout, je vous rassure, et donc il n'y a rien d'autre à imaginer, si ce n'est qu'on était avec des milliers de personnes sur la plage. Et, Monsieur de Rugy, une alliance semble inévitable au vu des sondages. Vous en dites quoi? Vous êtes prêt à vous effacer derrière LR, vous, La République En Marche? D'abord, Édouard Philippe, il est venu me soutenir. Et la seule liste qu'il soutient dans la région, c'est la mienne. J'ai travaillé avec lui, j'ai été son ministre. Nous nous sommes rencontrés à ce moment-là et nous avons, parce qu'Emmanuel Macron avait voulu ce rassemblement de personnalités diverses venant d'horizons très divers. Alors ça vous fait quoi de le voir avec Christelle Morancet quelques heures plus tard? J'apprécie le fait que Édouard Philippe ne change pas de point de vue au gré des circonstances. Il a toujours dit qu'il aimait bien travailler avec les élus locaux. Il a été lui-même maire avant d'être Premier ministre. Il l'est redevenu après. Mais je voudrais dire une chose simple sur le deuxième tour. Nous faisons campagne pour le premier tour qui a lieu dans quelques jours.
Eh bien moi, par respect pour les électeurs, je ne parle pas du deuxième tour, parce que le deuxième tour, il dépendra des résultats du premier tour. Je vois bien que la gauche est obsédée par les alliances. Elle nous a vendu pendant des mois et des mois, tout le printemps, une alliance entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Mais vous savez, c'est un peu comme les panneaux qu'il y a dans nos gares. Un train peut en cacher un autre. Une alliance peut en cacher une autre. Il y a maintenant en vérité une alliance entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. François de Rugy n'a toujours pas compris ce que c'était que notre liste citoyenne, mais je lui réexpliquerai après le débat. J'ai vu tous les logos. On voit bien le. Non mais on voit bien. Non mais j'espère que Madame la présidente sortante s'excusera parce que vous voyez que ni elle ni François de Rugy ne répond à la question. C'est trop simple, Monsieur de Rugy et Madame Morancet, de dire on verra au soir du premier tour. Et vous le savez très bien, vous êtes habitués aux joutes politiques. Les électeurs et les électrices, ils ont le droit à la clarté, à la sincérité. Répondez à cette question. Est-ce que Madame Morancet, il y aura François de Rugy et Bruno Retailleau sur la même liste au deuxième tour? C'est pas n'importe quoi. Bruno Retailleau qui se pose opposant à Emmanuel Macron, est-ce que vous serez, Monsieur de Rugy, avec lui sur la liste? Est-ce que ça ne serait Il faut de la sincérité. Dites-moi oui ou non. Ça fait une semaine que vous tournez autour du pot. Dites-moi. Vous voulez bien me laisser répondre déjà? Dites-nous oui ou non. Est-ce que Monsieur Orphelin, vous me laissez parler? Avec grand plaisir. Donc déjà, on est au XXIe siècle. Vous défendez d'être féministe, de défendre les femmes. Il ne faut pas que ça soit que des paroles. Vous savez, aujourd'hui, les femmes, elles sont libres. Aujourd'hui, les femmes, elles peuvent être présidentes de la région. Non, laissez-moi terminer. Est-ce que les femmes peuvent être présidentes de la région des Pays de la Loire? Puis elles n'ont pas besoin d'un homme pour être tuteur. Voilà. Et moi, j'ai une question aussi pour vous, monsieur. Est-ce que vous allez... Monsieur Orphelin, j'ai une question pour vous. Bruno Retailleau et François de Rugy. Est-ce que vous êtes le candidat soutenu par Jean-Luc Mélenchon? Guillaume Garot, allez-y, vous souhaitiez également réagir. Oui, parce que on a besoin en effet de clarté, puis les électeurs, ils ont besoin de respect dans ce débat. Et ce que je constate, moi, depuis quelques jours, depuis d'ailleurs la publication de certains sondages, c'est que l'affolement gagne la droite, En Marche également, et que Mme Morancet en particulier cherche tout moyen pour sauver son poste. Moi, ce que je vois se reconstituer, c'est finalement une grande alliance libérale et conservatrice, celle qui existe au niveau national et qui, aujourd'hui, n'a de cesse de vouloir une nouvelle réforme indispensable, urgente des retraites. La même qui veut aussi, qui soutient la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage, mais justement, ça a des implications. Si je peux terminer, merci. C'est quoi la réforme de l'assurance chômage? Il faut le dire à ceux qui nous regardent. C'est 62 000 personnes qui, au 1er juillet, verront leur indemnisation baisser, dont parmi eux, 22 000 jeunes. C'est ça la réalité et on voit se dessiner on finalement va retourner donc une évidemment alliance qui à reprend et qui région. soutient vous le ces disiez projets-là. tout à l'heure, on va parler évidemment de vos programmes et de ce qui vous différencie. On va commencer avec une toute première question sur l'économie. On sort à peine donc d'une crise sanitaire sans précédent, on le sait, crise sanitaire qui est devenue une crise économique et sociale. Quelle sera la première mesure que vous prendrez si vous êtes élu? Hervé Juvin, je commence par vous, on ne vous a pas encore entendu. Non, je vous avoue que j'assiste avec un petit peu d'amusement à ces joutes autour de la répartition des électeurs. Je me permets simplement de dire que personne n'est propriétaire de ces électeurs. D'autres régions de France nous montrent que quelquefois 1 + 1, ça a du mal à faire 1,5. Cette observation faite pour l'économie de la région, l'entreprise joue un rôle essentiel, nos pôles d'excellence jouent un rôle essentiel, et notre jeunesse joue un rôle essentiel. C'est pourquoi je propose que la région donne un capital de départ à tous les jeunes. Quand ils quittent le système des études ou d'apprentissage, que la région apporte 20 000 € à l'entreprise qu'ils créent ou à l'entreprise qui les embauchera pour au moins 1 an. Je pense que c'est la voie d'une dynamisation de notre jeunesse. Et puis, n'oublions pas que l'assistance, ce sont des béquilles pour un moment. L'enfermement dans l'assistance condamne les jeunes. Et vous, Monsieur Orphelin, sortie de crise, c'est quoi votre première mesure? Nous avons mis sur la table un plan qui a été élaboré pour le rebond économique et la transition écologique avec tous les acteurs du territoire. On a rencontré plus de 150 fédérations et entreprises du territoire. 2 mesures parmi ces 50. La première, c'est un fonds de soutien pour les TPE et les PME de la région, 200 millions d'euros qu'on viendra financer, y compris avec l'épargne des habitants et des habitantes de la région. Deuxièmement, 50 000 emplois verts, donc l'accompagnement de la création d'emplois verts dans tous les secteurs, l'industrie, l'agriculture, notamment. On est une région qui est très forte sur ces deux sujets-là. On l'a compris. François de Rugy, vous, votre première mesure économique? 2 mesures. Un guichet unique État-région sur les aides pour la sortie de crise.
que je déléguerai, d'ailleurs je proposerai de le déléguer aux chambres de commerce et d'industrie. Et puis 2, un livret d'épargne populaire régionale qui permettra aux habitants de la région de placer leur épargne au service des investissements dans les entreprises de la région. Et Monsieur Garot? Moi, je l'ai expliqué. Dès le mois de juillet, des décisions très fortes. La première, la mise en place d'un fonds anti-faillite pour aider les petites entreprises à surmonter la crise. Ça veut dire à pouvoir avoir des fonds propres et des quasi-fonds propres qui leur permettent de tenir durablement. 200 millions d'euros, 40 millions au titre de la région et effet de levier ensuite avec les partenaires bancaires. Ça veut dire que dès juillet, moi je me tourne vers la Banque publique d'investissement pour engager la négociation autour de ce fonds anti-faillite. Deuxième mesure quand même, excusez-moi, c'est une question très importante. Oui, mais enfin c'est l'emploi quand même. C'est, je réunirai les partenaires sociaux pour négocier le périmètre de nos contrats, nouveaux métiers, nouvel emploi, pour accompagner en termes de formation tous ceux qui veulent s'engager dans une reconversion professionnelle à l'échelle des prochaines années. Christelle Morancet, vous êtes la présidente sortante. Une mesure Moi, face à cette sortie de crise. Moi, c'est l'emploi. C'est la bataille des batailles, très clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je ne rencontre pas une entreprise qui me fait part des difficultés de recrutement dans l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, le tourisme. On y reviendra d'ailleurs. Et ça, c'est un enjeu, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs, notamment sur le volet formation, et puis les freins annexes à la prise d'un emploi. Je pense notamment en termes de mobilité, en termes de garde d'enfants ou de logement. Alors, deuxième thème, l'écologie à présent. Sur cette élection, on a l'impression que vous êtes tous plus verts les uns que les autres, il faut le dire. Alors, tous ici d'ailleurs autour de cette table. Hervé Juvin, Rassemblement national, vert, c'est compatible ? Vert, c'est notre patrimoine et c'est la sécurité environnementale. La sécurité environnementale, c'est naturellement progresser vers une économie moins consommatrice de carbone, mais c'est aussi protéger le droit à la mobilité des habitants des zones rurales, qui pourraient se voir interdire bientôt l'accès aux agglomérations quand ils ont des véhicules anciens. Et puis c'est naturellement aussi le droit à la sécurité environnementale, qui est la protection du paysage. Et bien sûr, je demanderai un moratoire sur les implantations d'éoliennes qui sont en train de provoquer une véritable insurrection de nos territoires. Et Monsieur Orphelin, qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites de ces mesures proposées par le Rassemblement national? Vous voyez qu'il n'y a rien de crédible dans ce que vient de dire le représentant du Rassemblement national. Et il utilise par exemple l'éolien, il vient de le dire de façon très claire, pour cliver. Voilà, le Rassemblement national, c'est ça. Sur l'écologie, c'est comme quand il compare les étrangers à des espèces invasives. Donc nous portons l'exact opposé. L'écologie des solutions. Ça va être très concret pour les gens. De nouvelles aides pour changer de véhicule, pour des véhicules plus propres. Et l'avance totale du coût des travaux de rénovation énergétique pour les 200 000 habitants de la région qui sont en situation de précarité énergétique. C'est l'écologie des solutions. Votre c'est écologie, ça, Mathieu Orphelin, c'est l'écologie punitive et C'est c'est pas l'écologie de l'exclusion. Les zones à faible émission des centres-villes sont des zones à forte exclusion des Citez-moi ruraux. une seule des 185 mesures que je porte. Les dispositions qui veulent punitive. interdire aux véhicules Citez-moi anciens de une. pénétrer dans les agglomérations Vous sont avez des vu zones ça dans mon d'exclusion programme? des zones Non, rurales. racontez pas n'importe Les quoi, Monsieur Juvin. Voilà, les implantations d'éoliennes sont vécues comme un vol du paysage et un vol de la sécurité environnementale. Et vous le savez très bien, nous n'utilisons pas, nous sommes simplement l'écho d'une véritable insurrection des territoires. Monsieur Juvin, vous parlez d'une vision de l'écologie. François de Rugy, vous, votre vision de l'écologie, vous dites c'est une écologie du pragmatisme et non de l'idéologie. Vous visez directement Mathieu Orphelin quand vous dites ça? D'abord, je Ou crois Guillaume pouvoir... Garot d'ailleurs, on vous fera intervenir. Vos programmes sont très similaires sur cette question-là. Je crois pouvoir dire être le plus crédible en matière d'écologie, parce que ça fait 30 ans que je suis engagé. Moi, j'ai commencé au lycée, dans une association de défense de l'environnement, ici à Nantes. Et puis, j'ai exercé l'écologie depuis, mais bon. J'ai exercé les plus hautes responsabilités en la matière, et j'ai tout fait pour transformer les réalités. Parce que si on est uniquement dans les slogans, les symboles, on ne changera rien dans la région. Et je vais vous donner 2 exemples concrets. Un, si je suis élu président de région, immédiatement, je mandaterai des scientifiques, parce qu'il faut s'appuyer sur la science, pour faire le diagnostic des effets du réchauffement climatique dans notre région, pour prendre ensuite les bonnes mesures. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Déjà. 2, je veillerai à ce que tous les territoires de la région soient équipés en bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques, hybrides électriques rechargeables, parce que j'en fais actuellement l'expérience. Moi, je roule pendant cette campagne avec une voiture hybride électrique rechargeable, et je constate que je n'arrive à la recharger quasiment nulle part. Et notamment, c'est le comble dans une grande ville comme Nantes, où il y aura en effet une zone à faible émission qui empêchera les autres véhicules de rentrer bientôt. Oui, alors moi sur l'écologie, c'est très simple. Il y a ceux qui en parlent et puis ceux qui font. Moi, j'ai un bilan. Un bilan, c'est 350. Pas grand-chose. Un bilan, 0 sur 15 350, sur votre projet 300 voté par les associations. N'oubliez pas, 0 sur 15. 350 millions d'euros ont été investis depuis 3 ans. Jamais un budget a été aussi conséquent.
une direction dédiée à l'environnement. 2 millions d'arbres plantés. La qualité de l'eau, on s'est penché sur la qualité de l'eau, 11% de bonne qualité d'eau dans la région. Et d'aller plus loin, l'hydrogène, je veux être la première région hydrogène en production d'hydrogène vert. Guillaume Garot, pour vous, le bilan de Christelle Morançais, il n'est pas bon sur l'écologie ? Il n'est pas à la hauteur. Franchement pas, je vous le dis, Qu'est-ce qu'il faut Madame faire ? Morançais. D'abord, pourquoi il n'est pas à la hauteur ? Parce que Madame Morançais, elle a divisé par 4 le montant des aides à la rénovation thermique, l'isolation des logements des particuliers. C'est d'abord ça. Alors moi, je défends une écologie populaire, une écologie qui améliore la vie de tous, la vie des gens au quotidien. Alors, une proposition très simple, la gratuité des TER pour les 18-25 ans. Pourquoi cette mesure ? D'abord parce qu'on a une génération, les jeunes, qui a beaucoup souffert depuis un an et qu'il faut aider. Il faut être solidaire. Et cet acte de pouvoir d'achat, la gratuité, c'est une façon très concrète de les aider. 1 000 € par an lorsqu'on fait en gênante tous les jours. Et puis, je le dis, c'est aussi une façon très concrète d'aider pour le climat, parce qu'on sait très bien qu'il vaut mieux utiliser les transports en commun que les transports thermiques individuels, la voiture. Donc ça, c'est de l'écologie populaire. Je pourrais continuer. C'est aussi l'aide au remplacement des chaudières au fioul. C'est aussi l'avance sur frais pour tous ceux qui voudraient faire des travaux d'isolation chez eux et qui n'ont pas les moyens. Les pauvres jeunes qui n'ont pas de train n'auront pas le droit au TER gratuit. Et on va parce que quand vous êtes abaissé sur Bray, il n'y a pas de train. On va y revenir justement dans la deuxième partie de l'émission. Monsieur Garot, s'il vous plaît, on respecte le temps de parole des uns et des autres. Merci. 2 minutes 59 pour Mathieu Orphelin. On fait un petit point. 3 minutes 05 pour François de Rugy. 3 minutes 11 pour Christelle Morançais. 2 minutes 28 pour Hervé Juvin. Un petit peu en retard donc dans ce débat. Et 3 minutes 49 pour Guillaume Garot. Voilà donc pour un premier temps des premiers points de ces temps de parole. Merci beaucoup, Edith, chef du service Région Pays de la Loire à Ouest France, de m'avoir accompagnée ce soir. C'est la fin de cette première partie. Le débat continue juste après une petite page de publicité. Restez bien avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième partie du grand débat des élections régionales en Pays de la Loire. Sur le plateau, 5 candidats des principales formations politiques. Après les questions d'actualité, je vous propose à présent de faire un tour de la région avec les questions de territoire. Le principe est simple, chaque chaîne locale va vous poser une question précise sur une problématique importante pour les habitants dans son département et vous allez donc y répondre bien sûr de manière assez courte. Direction pour commencer la Vendée avec le journaliste Samuel Grasset. Bonjour, nous souhaitons évoquer avec vous l'aménagement du territoire avec 2 dossiers marquants en Vendée. D'abord la ligne ferroviaire Les Herbiers-Cholet. Une étude récente a montré un potentiel de fréquentation de 500 000 voyageurs par an et un nouvel axe de développement touristique pour le Puy du Fou si cette liaison en train était relancée. Mais il faudrait pour cela effectuer des travaux de rénovation de la ligne. Ils sont évalués entre 35 et 45 millions d'euros. Alors quelle suite donnerez-vous à ce dossier si vous remportez ces élections ? Autre sujet, celui qui concerne le sud Vendée. Un désenclavement routier est évoqué depuis plusieurs décennies. Le projet d'autoroute A831 entre Fontenay-le-Comte et la Charente-Maritime a été abandonné en 2015. Un projet d'alternative se fait toujours attendre. Il figure dans le contrat d'avenir signé entre la région et le gouvernement après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Selon vous, faut-il construire une liaison routière rapide entre le sud Vendée et la Nouvelle-Aquitaine ? Mathieu Orphelin, cette ligne ferroviaire, Les Herbiers-Cholet, elle figure dans votre programme. Un commentaire là-dessus, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, il faut investir beaucoup plus massivement dans le ferroviaire qu'aujourd'hui. Il faut plus de trains, plus de cadences, des horaires élargis. Il faut réouvrir des lignes. Oui, le train, c'est une solution à la mobilité dans notre région. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le territoire. Et puis, il faut aussi développer des nouvelles lignes de bus et de cars avec des carburants écologiques. Et là, on a besoin là aussi de donner à chacun des solutions de transport en commun. Christelle Morançais, vous ne parlez pas précisément de cette ligne-là, vous en parlez d'autres, je cite par exemple Clisson-Cholet ou Le Mans-Alençon. Je suis très à l'aise sur ces 2 sujets puisque c'est la région des Pays de la Loire, sous mon mandat, où nous avons initié ces deux projets. Un, les études sur la ligne Les Herbiers-Cholet
Et bien évidemment, la région des Pays de la Loire participera avec l'ensemble des collectivités. Je rappelle que c'est un travail collectif. Et puis, vous évoquez la 831. Voilà, le contrat d'avenir, c'est moi qui l'ai négocié avec le Premier ministre Édouard Philippe. Donc, bien évidemment, je soutiens ce projet. Guillaume Garot, vous avez beaucoup misé sur les transports pendant votre campagne. Une réaction à ces deux questions de la Vendée? Il faut tout faire pour pouvoir réouvrir cette ligne. C'est la demande des habitants, des élus locaux d'ailleurs aujourd'hui. Et plus généralement, il faut miser sur le rail pour notre région. Parce que je le disais, c'est un transport plus écologique. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'on puisse remettre de la présence humaine dans nos gares, dans nos trains aussi. Je rappelle que sous la présidence de Mme Morancet, qui a signé une convention avec la SNCF en décembre 2017, eh bien, il y a 23 gares qui ont perdu leur guichet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de présence humaine. Rendez-vous compte, en Mayenne... Oui, mais c'est le même... Pour la Vendée, c'est important, j'ai répondu. Et donc, là-dessus, il faut évidemment travailler. Et je négocierai, moi, avec le président de la SNCF pour qu'on puisse reconsidérer les choses partout et pour la dans notre région. Oui ou non? Je regarderai précisément les choses, mais je le dis, il y a aussi un arrêt, une halte à Velluire qu'il faut pouvoir envisager entre La Roche et Niort. François de Rugy. Oui, moi je suis favorable bien sûr à la réouverture de cette ligne Cholet-Les Herbiers. C'est un projet d'ailleurs qui a été beaucoup porté par les deux députés de la majorité présidentielle sur le secteur, Denis Masseglia à la Cholet et Martine Le Guy-Ballois aux Herbiers. C'est un avantage à la fois pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Cholet. Il y a aussi le secteur du Puy du Fou où il y a un attrait touristique, donc c'est tout à fait positif. Ça met tout le monde d'accord. Je ne voudrais pas qu'on oublie d'autres axes ferroviaires qui ont besoin d'être améliorés. C'est en attente depuis très longtemps. Nantes-Rennes, projet interrégional entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Il faut descendre en dessous d'1 heure de trajet, aujourd'hui 1 heure et quart. Et puis aussi l'axe Nantes-Angers-Le Mans, parce que nous prenons du retard par rapport à Rennes, qui a eu une nouvelle ligne, et Bordeaux également. Donc il ne faudrait pas que notre région soit en retard. On va laisser répondre Hervé Juvin. Vous aussi, vous êtes d'accord avec l'ouverture de cette petite ligne? Bien entendu, je suis d'accord avec l'ouverture de cette ligne, avec deux éléments. Attention à la qualité et attention à l'accessibilité. J'étais hier soir en gare de Saint-Hilaire-de-Riez. Probablement parce que je ne suis pas équipé du dernier smartphone, je n'ai jamais pu acheter un billet. Je pense que la question de la qualité des transports se pose également. Je pense qu'il faut renégocier les contrats de qualité, à la fois en termes d'horaires respectés et en termes de remboursement des billets pour les trains qui ne partent pas. Aujourd'hui, il est impossible à un habitant des Pays de la Loire de se faire rembourser le billet d'un TER quand il n'est pas parti. Ça me semble intolérable et il me semble qu'il faut renégocier massivement les contrats de service avec la SNCF et avec d'autres prestataires. Permettez-moi d'ajouter un mot. Il est aussi utile d'accélérer les relations. Je suis affolé quand je vois le temps que ceux qui, à juste titre, utilisent les TER mettent pour se rendre d'une ville à une autre. Je suis très proche d'une expérience ferroviaire en Italie où on a réussi à faire sur des lignes secondaires circuler des trains à 140-160. Ce n'est pas les TGV, mais ça améliore considérablement les conditions de mobilité des habitants. Merci Hervé Juvin. Direction à présent Le Mans avec Laure Girard, la rédactrice en chef de Via LMTV Sarthe. Bonjour à tous les téléspectateurs ligériens, à nos confrères journalistes et bien sûr aux candidats. Une question s'impose en Sarthe, elle est d'ailleurs devenue un sujet de campagne, la désertification médicale. Un Sartois sur 7 n'a pas de médecin traitant. Cela représente 80 000 personnes sur notre territoire. Nos voisins de la Mayenne connaissent aussi dans une moindre mesure cette pénurie de médecins installés. Alors quel remède proposez-vous pour rééquilibrer l'accès aux soins entre nos territoires? La Sarthe, c'est votre territoire. Christelle Morancet, quelle est votre réponse? Vous parlez d'un doctobus. Est-ce qu'un doctobus, ça peut vraiment être suffisant pour faire face à ces chiffres? 80 000 personnes en Sarthe qui n'ont pas de médecin traitant. Là encore, sur la désertification médicale, ce n'est pas une compétence de la région, mais bien évidemment, la région a déjà fait beaucoup aux côtés de l'ensemble des collectivités, que ce soit les départements ou le bloc communal, notamment dans l'installation de maisons de santé pluridisciplinaires, du matériel aussi performant pour les hôpitaux, qui peinent aussi à recruter des médecins, et pourtant les médecins dans les hôpitaux sont salariés, comme quoi c'est pas la recette magique. Et puis le doctobus, c'est une idée qui vient de la région Normandie. Voilà, c'est une proposition qui aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire d'aller dans les zones en difficulté. Mais c'est suffisant.
Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, on est bien d'accord. Mais monsieur Garot, quand on propose, quand on propose des salariés, ça se saurait si ça fonctionnait. Les hôpitaux, même en Mayenne, n'arrivent pas à recruter, monsieur Garot. La Mayenne, justement, ça c'est votre territoire, Guillaume Garot. Demandez-vous, Madame Morancet, pourquoi le département de la Vendée aussi se lance dans le recrutement de médecins salariés. C'est peut-être que ça fonctionne. Écoutez, c'est ce qui se fait en Vendée, c'est ce qui se fait en Centre-Val de Loire et c'est ce qui se fait aussi, ça commence, en Occitanie. Alors pourquoi je fais cette proposition ? Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, par vous en particulier, mais pas simplement par vous, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné les résultats. Un Sartois sur 7, un Mayennais sur 10 qui n'a pas de médecin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, c'est l'angoisse au quotidien pour tous ceux qui se disent comment je vais faire soigner mon enfant, comment Mathieu je vais veiller sur mes parents. C'est ça la question. Vous proposez de salarier des médecins ? Oui, parce que c'est l'une des principales préoccupations des gens sur le terrain, en Sarthe, en Mayenne, en Sud-Vendée aussi, on m'a beaucoup parlé des déserts médicaux. Donc on doit porter des solutions ambitieuses. C'est les 180 médecins salariés au cours du mandat. Je rajoute qu'il faut aussi qu'on forme plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes. Il y a beaucoup de sujets, je l'ai vu hier encore à Mayenne, sur la fermeture de lits dans les établissements pour cet été, parce qu'on a du mal à recruter, parce que pour tout un tas de raisons. Là aussi, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus fort. C'est, Madame la Présidente sortante, l'une des principales causes d'inégalité entre les différents territoires de la région. Je sais les difficultés pour se soigner. Vous auriez pu faire plus. Vous auriez pu faire plus. Il y a des initiatives dans d'autres régions. Il y a des initiatives. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est la santé des Ligériennes et des Ligériens. François de Rugy, vous parlez d'états généraux, s'il vous plaît. Vous parlez d'états généraux des formations médicales. Ça paraît assez flou. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que concrètement, ça va avoir un impact sur les médecins traitants des gens demain ? Sur la question précise qui est posée, moi j'ai rencontré le maire de Sablé, il m'a dit, à l'hôpital de Sablé, on n'arrive pas à recruter des médecins urgentistes. Et ils sont payés parfois 1 500 € la soirée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'inflation budgétaire qu'il faudra si on commence à croire que c'est en allant payer des médecins. Donc, vous ne pouvez pas dire ça c'est une réalité. Ça, c'est les vacations. Il faudrait d'ailleurs plafonner, monsieur le député de Rugy. Et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Parce que si demain on arrive à plafonner au niveau national les vacations de ces médecins qui interviennent dans les hôpitaux publics, bien je pense à avoir voté aussi la une façon suppression, d'avancer. le desserrement du numerus clausus dans les formations des médecins, mais ça ne produira pas ces effets tout de suite. Donc moi je dis aussi, attendez, qu'il y ait des solutions pragmatiques au plus près du terrain. 1, les maisons de santé qui sont portées par les professionnels, pas des choses plaquées. 2, l'accompagnement des téléconsultations. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, mais il faut du numérique partout sur tout le territoire de la région, eh bien nous pouvons accompagner par des infirmières, par des pharmaciens ou des pharmaciennes, le fait d'avoir des personnes qui ont accès par télémédecine à des consultations sans avoir besoin de se déplacer. Pour ces zones rurales que vous défendez, justement, vous parlez de Guémené Pinfo. Nous sommes à peu près tous d'accord sur beaucoup de propositions, sur les doctobus, sur le fait d'accorder des bourses aux étudiants en médecine qui acceptent de s'engager pour X années à travailler dans des zones de déserts médicaux. L'invitation à des médecins salariés, les maisons médicales. Je ne pense pas que ce soit à la hauteur du problème. Le problème, c'est la dévitalisation de nos territoires à la suite de politiques d'hypercentralisation et d'hypermétropolisation. Nous ne cachons pas la réalité. Nantes et la métropole écrasent la région. Le but du mouvement des localistes, c'est de rendre de la vie dans les territoires. On ne le fera pas sans accepter le référendum d'initiative locale. On ne le fera pas sans recréer des services publics dans les territoires. On ne le refera pas sans retrouver du personnel dans les gares, etc., etc. Je pense que considérer simplement l'attraction de médecins dans les zones aujourd'hui qui deviennent des déserts médicaux, c'est une solution à courte vue parce que ce que j'observe, c'est que dans beaucoup de ces territoires, des médecins sont venus et sont repartis au bout de quelques années. Le problème, c'est la vie. Ce sont les maternités, ce sont les écoles, ce sont les entreprises, c'est la vie des villages. On l'a compris, Hervé Juvin, on vient donc d'en parler. On va parler d'un autre sujet à présent, direction Cholet, avec le journaliste Frédéric Lamy.
Bonsoir à tous, je vous propose de vous intéresser quelques instants aux problématiques du Choletais. C'est des problématiques pour lesquelles la région a son rôle à jouer en matière de développement économique. Comme vous le savez, le Choletais, c'est le deuxième bassin industriel des Pays de la Loire, c'est bien, mais malgré tout, les entreprises peinent à recruter et ce problème ne fait que s'accentuer dans le temps. Comment fait-on pour changer les choses en la matière? Et puis, si on se penche encore davantage et plus en amont sur cette problématique, puisque la région a la compétence emploi et formation professionnelle, comment explique-t-on que les formations créées souvent pour subvenir aux besoins des entreprises territoriales peinent là encore à boucler leurs effectifs, faute de candidats, sachant que la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer un petit peu plus la situation? Comment fait-on là aussi pour remédier à ce problème? François de Rugy, une réaction par rapport à cette question? Oui, c'est un problème récurrent à Cholet, mais c'est aussi le cas sur le bassin d'Ancenis, par exemple, entre Nantes et Angers. Donc, à beaucoup d'endroits, c'est un comble. On a du mal à recruter. Vous parlez de mutualisation, vous précisément. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut évidemment que la région joue pleinement son rôle sur la formation. Ça, c'est évident. Il y a des gens qui pourraient postuler, mais qui n'ont pas forcément la bonne formation, la bonne qualification. Mais au-delà de cela, il faut avoir une approche un peu plus globale. On voit bien que très souvent, il y a des problèmes de déplacement et des problèmes de logement derrière l'embauche. Parce que dans l'environnement de l'entreprise concernée, il n'y a pas forcément ce qu'il faut. Et donc là, il faut que la région mette tout le monde autour de la table, les chefs d'entreprise, les élus locaux, et qu'ensemble, on trouve des solutions à ces problèmes. Parce que ce n'est pas le transport gratuit qui résoudra le problème d'un transport à 4h ou 5h du matin pour aller dans une entreprise qui travaille en 2-8. Et donc là, c'est des solutions de déplacement qui seront adaptées aux besoins des futurs salariés, qui permettront de faciliter les embauches. Christelle Morancet, vous vous en parlez aussi comme étant votre grande bataille. Oui, et là, on vient de voir le témoignage de ce que j'évoquais en début de débat. Il y a deux enjeux. Et pour moi, c'est d'abord l'orientation, et l'orientation tout au long de la vie. On a déjà œuvré, on a déjà travaillé, on a fait un Grenelle de l'orientation. Il y a des orientibus dans chacun des départements qui vont sillonner les collèges. Très concrètement, pour ces entreprises. L'orientibus, c'est justement on un voit outil. Bien que c'est pas encore suffisant. Oui, mais il vient de démarrer. Il y a un orientibus par département qui va à destination des collégiens, des lycéens, pour leur faire découvrir les métiers. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est la jeunesse. Certains proposent un RSA pour les jeunes, pour les moins de 25 ans. Moi, ce que je propose, c'est une formation qui débouche vers de l'emploi. Et c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les jeunes. L'apprentissage, vous connaissez mon combat sur l'apprentissage. La voie professionnelle, technologique, générale. Les écoles de production qu'on a montées d'ailleurs à Cholet et qui partent du besoin des entreprises. Mathieu Orphelin, vous disiez, c'est trop tard, cet orientibus. C'est quand même un comble qu'une présidente de région sortante dise un bus qui sillonne ou 5 bus qui sillonnent la région, c'est suffisant sur l'orientation. Excusez-moi. C'est suffisant, c'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Il faut faire beaucoup plus que ça, Madame Morancet. La région doit prendre beaucoup plus qu'aujourd'hui cette compétence de l'orientation. Oui, mais vous ne l'avez pas pris suffisamment. C'est pas très sympa pour les acteurs qui ont Cholet, sur le territoire. Eurespace. J'ai rencontré l'ensemble des acteurs. Ils me disent il faut faire plus, il faut nous aider à mieux promouvoir les métiers, la voie professionnelle, l'apprentissage dans les collèges. Il y a encore des collèges où on n'arrive pas à venir présenter nos métiers. C'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui, vous le savez, 10 000 emplois non pourvus, rien qu'en Pays de la Loire, dans le secteur du bâtiment. Non, nous ferons beaucoup plus et on veut prendre cette nouvelle compétence de la région. Vous avez raison, ça ne fait quelques années, mais vous auriez pu embrayer beaucoup plus fortement là-dessus. Oui, l'orientation des jeunes, c'est une des grandes compétences aujourd'hui des régions. Partagé, et 5 bus qui circulent dans la région pour l'orientation, excusez-moi, c'est pas la hauteur. On va devoir passer à la suite, évidemment, pour pouvoir poser les questions de toutes les télévisions locales. À notre tour, donc, Télé Nantes, avec la rédactrice en chef adjointe de notre chaîne. Bonsoir. Une question sur le feuilleton industriel en Loire-Atlantique, le rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire. L'offre de rachat a été refusée il y a quelques mois par le gouvernement qui ne l'a pas jugée assez crédible. Alors pour renforcer ce fleuron industriel national, selon vous, la région doit-elle entrer au capital des chantiers qui emploient plus de 3000 personnes et 5000 sous-traitants? Merci. Ça figure dans un programme, celui de Mathieu Orphelin. Vous dites y entrer à hauteur de 20 millions. Guillaume Garot, là, cette fois, il y a une différence entre vos programmes. Vous semblez y être beaucoup plus réticent. Quel est votre point de vue précisément là-dessus? Très simplement, oui, la région doit être au capital des chantiers parce qu'il faut que la région puisse exprimer une stratégie de développement économique s'agissant des chantiers et de l'industrie. Donc c'est un oui?
C'est un oui, mais je veux dire la question de savoir à quel niveau. Où est-ce qu'on place le curseur? Parce que est-ce qu'il faut immobiliser des dizaines de millions d'argent public dans le capital d'une entreprise, aussi florissante bien sûr soit-elle, et se priver donc de marge de manœuvre, alors qu'on doit être dans la formation aussi des salariés, on doit être dans l'innovation, on doit être aussi dans le soutien général à l'écosystème autour des chantiers. Mais on l'a compris. Hervé Oui, Juvin, au bon niveau. Oui, au bon niveau. Ça se discute. Hervé Juvin. Je ne suis pas certain qu'une participation directe de la région au capital des chantiers de l'Atlantique soit la meilleure solution. Ce que je propose, et l'objectif que je poursuivrai, c'est qu'un habitant sur deux des Pays de la Loire soit directement actionnaire ou associé d'une entreprise active dans les Pays de la Loire. À cet égard, ne nous y trompons pas, l'avenir des chantiers de l'Atlantique, il est dual, c'est le civilo-militaire. L'avenir des chantiers de l'Atlantique, c'est aussi de mobiliser l'épargne de la région et l'épargne de toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par ce pôle d'excellence majeur. La voie de l'avenir, elle est sur la mer, d'être actionnaire ou d'être associé à cette entreprise. Oui ou non? Juste ça, on passera à la suite après. Oui, c'est un dossier que je connais très bien. Aujourd'hui, si on doit rentrer au capital, on rentrera au capital, mais plutôt, je suis assez d'accord avec Guillaume Garot. En revanche, l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est de trouver un industriel qui va porter ce dossier-là et qui va surtout investir massivement. C'est ça l'enjeu. On termine avec ces deux questions de la rédaction de Via Angers, Thierry Lardeux et Élodie Prin. Bonjour, la problématique liée à l'insécurité s'invite dans ce débat des régionales, même si ce n'est pas proprement parlé l'une des compétences de l'institution que vous souhaitez présider. Cependant, quelles seraient vos propositions pour tenter de lutter contre cette montée des violences et des incivilités, que ce soit dans les transports express régionaux ou aux abords des lycées? Bonjour. La crise sanitaire et le confinement ont mis à mal de nombreuses structures culturelles et sportives dans le Maine-et-Loire, mais également dans toute la région. Cela s'accompagne également d'une crise du bénévolat. Quelles mesures allez-vous mettre en place pour soutenir ces deux secteurs en difficulté ? François de Rugy, je vais commencer avec vous. Pacte de sécurité par Christelle Morancet, mise en place il y a quelques mois à la région. Vous avez dit que ce pacte n'était pas une proposition sérieuse, c'est-à-dire? Je crois que sur la sécurité, il faut que la région prenne sa part. C'est pas une prérogative de la région. Parce que si on met des moyens là où il y a déjà des choses qui de toute façon vont se faire, ça n'ajoutera rien pour la sécurité des habitants de la région. Donc moi je dis priorité à les gares, les cars, les trains, police régionale des transports. Ça doit être clair, qui agit en partenariat étroit avec police nationale, gendarmerie et police municipale. Deuxième priorité, les lycées. Brigade de sécurité des lycées, comme il en existe dans d'autres régions d'ailleurs, pour sécuriser les abords des lycées, les entrées-sorties, et si jamais il y a des faits de violence et de délinquance dans les lycées. Parce qu'on sait que les lycées, comme les gares ou les trains, c'est des endroits où se produisent souvent des agressions, des violences et de la délinquance. Donc il faut agir là où nous sommes responsables et par ailleurs être clair et net, c'est-à-dire qu'il faut tenir le même discours ici dans la région et à Paris. Et moi je tiens le même discours de fermeté et de demande de fermeté de la police, de la gendarmerie et de la justice pour la sécurité. Vous vous positionnez comment par rapport à cette question de la sécurité qui s'est invitée dans cette campagne des élections régionales ? Très clairement, en renforçant l'action de la région sur ses compétences, plus de présence humaine dans les trains, une meilleure sécurisation de l'accès des lycées. Contrairement à ce qui est écrit dans le programme de Mme Morancet, 100% des accès des lycées ne sont pas encore sécurisés dans la région. Et puis sur l'autre thème très important, oui, il faut un soutien massif au monde culturel et au monde sportif. On a des mesures très claires, là aussi, qui font débat, comme sur les chantiers de l'Atlantique. Tant mieux que nos propositions fassent débat, notamment la licence à 10 € pour tous les jeunes de la région l'an prochain, les 15-25 ans, parce qu'effectivement, ce sera un soutien à l'activité physique et sportive, au vivre ensemble, mais aussi à l'emploi associatif, comme le disait votre journaliste. De même que l'État a déployé le pass culture pour tous les jeunes, comme c'était engagé en 2017. Hervé Juvin, votre positionnement, vous, par rapport à cette thématique de la sécurité? Sur la sécurité, ce pacte de Christelle Morancet, on imagine que vous êtes plutôt d'accord? Sur la sécurité, nous sommes naturellement en état d'urgence et j'aimerais bien que le bouffon de la justice entende François de Rugy. Parce que la question n'est pas seulement celle de la police, des transports, des moyens de sécurité aux abords des lycées et des collèges. Les voyous ne s'arrêtent que si on les arrête. Et la question est celle des décisions de la justice. Pour ma part, je propose un bouclier de sécurité. La région doit aller au-delà des transports et des lycées. Je propose que la région ajoute 1 € à chaque euro que dépense une municipalité ou une interco pour l'équipement, l'armement des polices municipales, pour les systèmes de télésurveillance. Et je propose également que la région, en accord avec l'administration pénitentiaire, étudie l'ouverture d'une ou 2 maisons d'arrêt de moyenne sécurité,
ça n'est pas extrêmement coûteux. Et c'est l'une des solutions. Christelle Morancet, vous, sur cette question de la sécurité, vous parlez de faire appel à des réservistes de la gendarmerie et de la police. Est-ce que ça ne va pas aussi trop loin ? Non, c'était dans notre plan que nous avons adopté donc en mars dernier. Vous imaginez des réservistes aux abords des lycées ? Bien sûr, ça se fait dans d'autres régions. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs avec ce pacte régional, notamment au niveau des maires. Je vous rappelle quand même, 3 millions d'euros ont été votés. C'est 1,6 million d'euros à Nantes, à Saumur, à Angers, au Sable d'Olonne. Donc il y a une attente très très forte. Et aujourd'hui, la sécurité, comme la santé, c'est pas une compétence en effet de la région, mais on se doit de tendre la main aux maires pour justement lutter contre ces problèmes que nous avons sur les territoires. Puis sur la culture quand même et le sport, parce qu'il y avait une autre question, on va mettre en place un plan Marshall de 10 millions d'euros dès septembre pour accompagner dans la relance du monde sportif et culturel. Merci beaucoup à vous tous. On va passer tout de suite à notre dernière rubrique. Une minute pour convaincre, donc on arrive à la fin de ce débat. Vous allez avoir respectivement cette fameuse petite minute pour convaincre tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et on va commencer à nouveau notre tour de table, comme tout à l'heure, avec vous, Guillaume Garot. C'est à vous. Écoutez, dans cette campagne, depuis le début, j'ai voulu être dans le respect des citoyens et dans le respect de l'élection. Et moi, je me suis déclaré candidat en toute transparence. C'était en septembre dernier. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de fébrilité de la part de la candidate de la droite et du candidat En Marche, parce qu'il y a des sondages qui ne sont pas très encourageants pour eux. Mais moi, je veux m'adresser aujourd'hui aux électeurs de la gauche. Parce que la gauche, oui, elle peut gagner le 27. Mais la question qu'on doit se poser, qui est posée aux électeurs de la gauche, c'est qui pour présider notre région ? Je considère qu'il faut de l'expérience, je considère qu'il faut de la constance et je considère qu'il faut de la cohérence lorsqu'on est président de région pour pouvoir tenir le cap et mettre en œuvre le projet que les citoyens auront choisi. Et donc, c'est cette question-là fondamentale que je pose aujourd'hui aux électeurs de la gauche. Merci beaucoup à vous, Hervé Juvin. J'ai cherché à développer un vrai projet de région, un projet ambitieux, un projet qui évite les pièges de l'assistance, mais un projet aussi qui rétablisse et protège les biens communs. Et c'est pourquoi j'ai choisi pour une région qui vous protège. Mais j'ai choisi cette accroche avec une équipe que j'ai constituée qui cumule une extraordinaire expérience internationale. Parce que naturellement, l'avenir de nos jeunes, l'avenir de nos entreprises, il est aussi hors de la région. C'est pourquoi cette liste qui présente un vrai projet ambitieux pour la région, je souhaite qu'elle soit caractérisée par le pouvoir de nos habitants. Je crois que nos habitants ont un potentiel incroyable, je crois que nos territoires ont un potentiel incroyable, nos pôles d'excellence dans l'autisme, dans l'aéronautique et le spatial, dans l'énergie, dans l'automobile, méritent d'être portés au plus haut. C'est pourquoi je porte ce projet. C'est pourquoi je porte ce projet avec l'idée de rendre le pouvoir aux citoyens des Pays de la Loire. Nous assistons à une recentralisation qui ne veut pas dire son nom. Nous assistons à une perte d'identité de nos territoires. Or, les habitants de la Vendée, de la Mayenne, de tous les territoires que je rencontre s'y sont associés. Rendre le pouvoir aux habitants des Pays de la Loire, c'est tout l'objet de mon projet. À vous, Christelle Morancet. Moi, je suis présidente de région depuis 3 ans. J'aborde cette élection avec sérénité, mais également détermination et surtout humilité. Je pense qu'après cette crise, je pense que c'est important d'avoir aussi un peu d'humilité. J'ai tout donné pour la région des Pays de la Loire. J'ai un bilan et aujourd'hui, je mets mon bilan sur la table auprès de l'ensemble des habitants de notre région. Également un projet avec l'emploi, qui est le combat des combats, la sécurité, on vient d'en parler, et puis l'environnement, qui n'est pas réservé à un parti politique, mais bien une responsabilité collective. J'ai écrit un livre qui est téléchargeable et gratuit sur mon site qui s'appelle « Aimer et agir ». Aimer et agir, ce sont 2 verbes qui animent mon action politique au quotidien. Aimer nos territoires, aimer les hommes et les femmes qui font ces territoires. Et puis l'action, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis enfin, je suis 100% pour la région des Pays de la Loire. Je n'ai pas d'autre mandat, pas d'autre ambition que de faire gagner la région des Pays de la Loire. Donc je m'adresse à l'ensemble des électeurs d'aller voter, c'est important. Merci beaucoup, Christelle Morancet. On passe à vous, François de Rugy. Les derniers mois ont été très marqués par les restrictions de la crise Covid, la crise sanitaire. Enfin, nous pouvons commencer à revivre normalement. C'est d'abord grâce aux efforts de toutes et tous, à vos efforts,
et aussi aux efforts des soignants, bien sûr. Mais c'est aussi grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ces mesures, vous en souvenez, elles ont été critiquées par la gauche, critiquées par la droite et encore plus par les extrêmes. Est-ce qu'il fallait que ces mesures soient de gauche ou de droite? Ce qu'il fallait, c'est qu'elles soient efficaces et elles l'ont été, tant mieux. Si vous me choisissez comme président de région, je travaillerai avec le même état d'esprit. Soyons pragmatiques et efficaces pour notre région. Faisons en sorte que nous écartions l'esprit de parti, les idéologies et surtout que nous ne tombions pas sous l'influence des extrêmes de droite ou de gauche. Faisons ensemble de la région des Pays de la Loire la région de tous les progrès, progrès économique, progrès écologique, progrès social. Merci François de Rugy. On conclut donc avec vous, Mathieu Orphelin. Je suis fier de porter cette liste citoyenne. 3000 signataires, la plupart sont non encartés. On est aussi soutenu par 10 forces politiques dans un grand rassemblement. Et grâce à toutes celles et tous ceux qui vont se déplacer dimanche, nous pouvons faire des Pays de la Loire la première région écologiste et solidaire en France. Et c'est ce grand défi qu'on peut réussir ensemble. On a un programme très concret, 185 mesures pour améliorer vos vies aujourd'hui et mieux préparer l'avenir. Et je m'adresserai notamment à la jeunesse qui a tant souffert de ces 18 mois de Covid dans notre région, qui ont vécu des mois très difficiles. Je sais combien les combats sur le climat, sur l'emploi sont des combats importants pour eux. Et c'est vous, les jeunes, qui allez décider, allez voter pour vous, allez voter pour vos parents, vos grands-parents. On est à 2 doigts d'un grand exploit en Pays de la Loire. Merci beaucoup Mathieu Orphelin, merci beaucoup à vous 5 d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. On rappelle évidemment les 3 autres candidats en lice aux élections régionales. Ils apparaissent à l'écran. La Sartoise Cécile Belle de Jessé pour Debout les Pays de la Loire, Debout la France. Le Nazérien Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière. Et enfin la Nantaise Linda Rigaudot pour la liste Un autre monde Pays de la Loire. C'est donc la fin de ce grand débat réalisé par les télévisions locales des Pays de la Loire en partenariat avec Ouest France et produite par les équipes techniques de Télé Nantes. Je vous rappelle évidemment les dates des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin prochains. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur nos antennes.